Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Tâches d'encre, notre rendez-vous hebdomadaire avec les livres. Le livre que je vous propose aujourd'hui est un livre qui parle d'une liberté ou d'un droit, des droits de l'homme. Vous savez que le concept de droit de l'homme est un concept de valeur universelle, mais l'application reste très relative puisque ça diffère d'un pays à un autre, son idéologie et son perception, en fait, sa perception de l'application des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de circulation et de résidence entre légalité et raison sécuritaire. C'est peut-être un titre plus ou moins compliqué, mais d'un sujet important puisque ça concerne tout ce que nous vivons en fait aujourd'hui en Égypte. Donc, pour parler de ce livre et de cette liberté, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous au studio aujourd'hui l'auteur de ce livre, Dr Tariq Khedr, professeur et chef de département de droit public à l'Académie de police. Bonsoir et vous êtes le bienvenu. D'abord, je m'arrête en ce qui concerne le titre de votre livre, Liberté de circulation et de résidence entre légalité et raison sécuritaire. Cela veut dire que la liberté peut être, pour des raisons sécuritaires, cette liberté peut être contrôlée. Sans doute que toute personne possède la liberté aussi de pratiquer cette liberté avec en temps des limites. Mais lorsque cette question est très importante, parce que j'ai trouvé beaucoup de difficultés pour trouver l'équivalence pour les raisons sécuritaires ou d'être convenable qui peut être sécuritaire. Dans certains cas, certaines agressions d'une personne ou bien la pratique d'une liberté est hors des directives. Et alors, dans certains cas, la loi qui régularise la liberté a été non constitutionnelle, comme la Cour constitutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle. Alors, la loi pouvait être considérée non constitutionnelle. Il y avait une sorte de vide constitutionnel et ce vide constitutionnel peut être comblé par des raisons, pour des raisons sécuritaires ou bien parce que l'intérêt public ou bien l'ordre de public pour tout l'État impose que l'État adopte des raisons, bien que les législations qui régulisent cela pourrait être déclaré non constitutionnel. Est-ce que l'État serait impuissante devant tout cela, et puisque l'intérêt commun de la nation impose et nécessite d'adopter des raisons, alors ce sont les raisons sécuritaires d'adopter ces décisions malgré le vide législatif. Et je pourrais vous dire aussi que la loi qui régularise les passeports a été déclarée non constitutionnelle de deux matières de cette loi, la 8e matière et la 11e matière. Ces deux matières sont définies en ce que le ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur, ces deux ministres, ont le droit de mettre ou de dessiner le passeport, puisque la matière
matière 11 donne au ministre de l'Intérieur de retirer ce passeport et lui donne le droit aussi de ne pas renouveler le passeport. Et lorsque vous donnez un document de voyage, c'est votre passeport. Alors, il est déjà interdit de voyager. Et la Haute Cour constitutionnelle, dans un cas, le 4 novembre 2011, c'est la date exacte, a adopté un verdict historique en disant que la non-constitutionnalité des deux matières, parce qu'il lèse à la liberté des hommes. En 1971, il y avait une constitution, la matière 41 disait qu'une personne n'est pas interdite de voyager ou de circuler, sauf avec un ordre ou bien un verdict du procureur général pour des nécessités d'investigation selon la loi. Je dis selon la loi. Ce qui implique bien sûr la loi des passeports. Et bien sûr, le légiste n'a pas fixé les cas pour l'interdiction, mais a donné libre cours à cet intérim qui a été relégué par la loi au légiste à la laisser pour que le ministre de l'Intérieur choisisse ces cas. Et notamment que le légiste a donné le mandat à un légiste pour les cas, alors il nécessite que celui-ci, le légiste normal, ne pourrait pas laisser cette responsabilité. Alors, et ne pas le soumettre à la puissance exécutive. C'est pour cela que la Haute Cour constitutionnelle a déclaré ces deux matières non constitutionnelles. Au début de votre livre, vous avez aussi parlé d'une classification des libertés publiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette classification et est-ce que ça a été fait par rapport c'est-à-dire que c'est par rapport à l'homme que cette classification des droits et des libertés a été faite? Je vous remercie pour cette question parce que cette question ne donne que l'image que les libertés et le devoir public dans son contexte diffèrent du passé. Ce sont les mêmes. Mais puisque vous essayez de définir autrement et qui diffère du passé et qui est plus facile, les droits et les droits publics, les devoirs sont internationaux dans tous les États du monde. Et comment la mise en application en Égypte, on peut mettre en application dans une matière qui diffère de la France. L'Union soviétique, avant qu'il soit des États du Commonwealth, il y a beaucoup de conceptions qui diffèrent de l'ancienne Union soviétique. Leur conception dans ces États diffèrent à 100%. Alors, les droits et les devoirs publics peuvent être classifiés en plusieurs classifications, mais ce que je préfère, il y a des divisions et des répartitions qui sont très faciles et très libres. Il y a des devoirs et des libres politiques et des libertés où on peut mettre la libre pensée et la candidature et de former des partis. Et aussi des libertés de la pensée comme l'opinion et l'expression et aussi la manifestation pacifique. Il y a beaucoup de libertés, d'autres libertés comme économiques comme l'industrie, le commerce et aussi la propriété. Il y a aussi d'autres droits pour l'homme dans le travail et aussi lorsqu'il a une sorte de déficit ou bien dans sa retraite. Et il existe aussi d'autres droits, notamment la circulation. Ce ne sont pas des politiques ou bien économiques ou bien de pensée, mais ce sont des droits qui sont propres à l'homme et à sa
personnalité. Comme le droit de l'homme dans la sécurité, il y a beaucoup de problématiques. L'homme a le droit de vivre en sécurité dans son habitat et sa famille. Ils ne font pas partie de toutes les libertés qu'on a déjà citées, mais ce sont des libertés qui sont propres à l'homme et aussi sa liberté de circulation qui est propre à lui seulement. On ne peut pas les mettre une classification autrement que ce sont des droits qui sont propres à l'homme et son droit à la sécurité et la circulation. Et j'ai déjà étalé les libertés avec beaucoup et des droits avec beaucoup de conception et de précision et détails, mais je opte pour cette classification parce qu'il est facile. Alors, en ce qui concerne la liberté de circulation, dans les chartes ou les déclarations universelles et internationales par rapport aux lois égyptiennes et la constitution égyptienne, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette liberté a été perçue dans le monde entier d'une manière générale? Dans la question précédente, c'est la mondialisation, bien sûr, de la conception. D'où vient-elle? Alors, chaque charte ou convention régionale et les lois régionales aussi définissent, et aussi la Déclaration des droits de l'homme en 1948 qui stipule que la liberté de circulation et séjour et de résidence. Il y a d'autres conventions comme la Charte arabe pour les droits de l'homme et la Charte européenne et aussi la Charte américaine pour les droits de l'homme et aussi la Convention américaine pour les droits politiques. Toutes ces conventions stipulent qu'il y a une sorte de liberté de circulation et de séjour ou de résidence qui est respectée par toutes les conventions. En ce qui concerne l'Égypte, depuis la Constitution de 23 jusqu'à 71, il y avait une matière pour la libre circulation et la résidence. Et nous sommes dans la lumière, bien sûr, de la déclaration constitutionnelle qui a eu lieu qui a été décrétée en mars 2011, qui stipule aussi une matière sur la libre circulation et la résidence. Alors, on doit dire que ce droit ou bien cette liberté prend sa puissance des conventions internationales et régionales et aussi les lois et a une valeur constitutionnelle qui est stipulée par les constitutions. Mais si les constitutions stipulent cette matière, alors la législation qui jaillit des détails pour la circulation de ces libertés ne doit pas contredire avec la loi et la Constitution, alors il serait déclaré non constitutionnel. Alors, en ce qui concerne l'interdiction de voyager, quand est-ce que l'autorité judiciaire peut approuver ou rejeter les décisions d'interdiction de voyager? Il y a beaucoup de législation. Si la Constitution stipule la liberté de donner cette liberté, si la législation contredit avec cela, alors il est déclaré non constitutionnel. Alors le légiste doit savoir que la Constitution, qui est la loi suprême, si elle garantit une liberté, alors le légiste doit seulement régler ou organiser cela à travers la Constitution, ou bien il serait déclaré non constitutionnel. Alors, on prend comme exemple la Haute Cour constitutionnelle qui supervise toute porte-atteinte des légistes s'il est hors de cette constitutionnalité. Et cela en ce qui concerne aussi le Conseil d'État ou Oui, c'est vrai. Le Conseil de l'État, comme vous savez, c'est celui qui garantit toutes les libertés de toute agression qui peut être dans les pouvoirs administratifs. Et je dis à tous les étudiants que le Conseil de l'État est l'abri pour toute personnalité contre toute atteinte sur les libertés ou bien les droits. Il s'ensuit que le Conseil de l'État égyptien, il est
appelée aussi la justice administrative et aussi la cour administrative qui porte deux parties. Le Conseil de l'État qui régularise ou organise le pouvoir, qui adopte des décisions, qui organise les libertés ou le droit. Si le Conseil s'aperçoit à travers un procès qui est introduit que ce verdict ne va pas de pair avec la loi ou contredit la Constitution, alors il abolit ce verdict, et même s'il a des doutes sur le niveau de constitutionnel ou bien le contexte contredit à la Constitution, alors on doit trancher ce procès et doit être relégué à la Haute Cour constitutionnelle pour le trancher, ou bien il tâche celui qui dit que ce contexte est annulé doit avoir recours à la Haute Cour constitutionnelle. Et celle-ci, lorsqu'elle porte son verdict, le Conseil d'État doit s'abstenir jusqu'à ce que la chose est reléguée au Conseil de l'État. Alors, le Conseil de l'État est celui qui garantit toutes les libertés publiques contre toute atteinte de l'administration, et parmi la circulation et la résidence s'il y avait une portée atteinte à cette liberté. Et cela veut dire que le Conseil d'État joue un rôle de surveillance ou de contrôle, c'est-à-dire il a une autorité, et ça sera sur le procureur général ou bien le ministre de l'Intérieur. Le Conseil de l'État doit superviser l'autorité du ministre de l'Intérieur. De déclarer les deux matières 8 et 14 non constitutionnelles, alors le ministre de l'Intérieur a comme pouvoir ou autorité qui stipule dans les matières, ils sont absents maintenant. Alors il y a un vide constitutionnel. Alors le Conseil de l'État essaye de mettre son contrôle sur les verdicts issus du ministre de l'Intérieur, et aussi les décisions du procureur général. S'il dit d'interdire une personne de voyager, alors le Conseil d'État, malgré que ce sont des verdicts juridiques qui ne sont pas dans la supervision du Conseil de l'État sur les verdicts du procureur général, mais elles sont dans ce vide législatif à cause de la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Il essaye de les considérer comme des verdicts administratifs et qui doivent être supervisés en tant que contexte. Et il voit s'il était adéquat de les adopter ou pas. Alors, sa supervision, et on va prendre un exemple. En ce qui concerne les décisions du procureur général, il a une supervision pour voir si cet ordre a été à la lumière d'une investigation ou bien à cause d'un verdict qui est exécutoire, et celui qui était très important, si le procureur voulait reléguer ce procès à la Cour, alors c'est un procès qui est tranché dans le parquet ou bien devant la justice et la Cour. S'il veut faire d'autres décisions, d'interdire cette personne, de l'interdire de voyager, alors il ne peut pas, parce que ce procès n'est pas de sa juridiction, mais c'est de la juridiction de la Cour. Mais il peut demander de la Cour d'interdire cette personne. Et si la Cour voit qu'il y a des raisons pour cela, c'est elle qui va adopter ce verdict et non pas le parquet. Alors, parce que c'est la juridiction et la compétence de la Cour. Alors, le ministre de l'Intérieur, avant le verdict de la Haute Cour constitutionnelle, les ordres du ministre de l'Intérieur, ce sont des ordres administratifs.
Le Conseil de l'État avait des contrôles sur ceci. Et je reviens à les raisons sécuritaires. S'il y a des raisons sécuritaires pour que le ministre de l'Intérieur adopte cet ordre, alors il y a une sorte de supervision de cette Cour et tranche cette affaire si on veut arrêter cette décision. Et si la Cour trouve qu'il y a une échéance et une urgence sécuritaire, alors elle soutient la décision. Et si le ministre de l'Intérieur porte atteinte ou bien porte agression sur cette liberté ou bien il n'y avait pas de raison qui justifie l'interdiction, alors elle arrête ce verdict et cet ordre dans ce vide sécuritaire et de législation. Alors je demande au pouvoir de juridiction de combler le fossé de ce vide juridique et d'adopter une loi selon la Constitution qui va être adoptée, qui organise les détails qui vont être dites dans l'interdiction ou bien la circulation de séjour ou bien la déportation aussi des étrangers qui va de pair avec la Constitution de 100%. Alors, ça en ce qui concerne les Égyptiens, mais en ce qui concerne les étrangers, est-ce que là aussi la loi stipule de les interdire de voyager ou bien de les expatrier ou bien ils ont une situation bien particulière? On ne peut pas déporter les Égyptiens hors de la nation. Et celui qui peut déporter les étrangers, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors, il y a une loi qui régularise la résidence des étrangers en Égypte. Les citoyens comme vous et moi, le ministre de l'Intérieur ne peut pas nous déporter, mais il relève seulement de l'étranger, celui qui ne porte pas la nationalité égyptienne. Alors ces étrangers sont existants en Égypte pour des conditions ou bien privées ou bien ordinaires. Et lorsque leur existence porte atteinte ou bien porte agression sur le régime ou pourrait porter atteinte sur la sécurité, alors c'est l'intérêt initial et aussi les raisons de sécurité qui imposent que le ministre de l'Intérieur doit déporter cet étranger hors de l'État. Déporter les étrangers ne veut pas dire de les déporter. Alors, les éloigner seulement de la nation. Quelle est la différence? Éloigner cet étranger, le ministre de l'Intérieur doit donner les raisons pourquoi il voulait éloigner cet étranger. Mais déporter l'étranger ne doit pas porter des raisons, parce qu'il pourrait être sans abri ou bien ceux qui sont autour duquel il y a des suspensions, des soupçons, mais d'éloigner l'étranger, la loi stipule que pour l'éloigner, l'étranger qui a une résidence hors de l'État, son existence pourrait porter atteinte sur la sécurité de l'État ou bien, si l'on trouve ces raisons, alors le ministre de l'Intérieur doit éloigner l'étranger hors de à condition de ne pas porter atteinte ou bien abuser de cette autorité. Alors pour cela, lorsqu'on parlait du Conseil de l'État qui a une sorte de supervision pour l'éloignement de tous les étrangers, si vous voulez, je peux dire que le Conseil de l'État supervise aussi l'éloignement des étrangers parce qu'il garantit les libertés publiques. Si cet étranger qui est éloigné et qui il a une sorte de procès contre ce verdict du ministre de l'Intérieur. Alors, s'il veut cela, il doit porter plainte devant le Conseil de l'État. Alors, le Conseil de l'État va voir si le ministre de l'Intérieur a adopté cette raison après l'approbation ou bien il a mis en application la loi ou bien comme
une procédure de figure seulement parce qu'il y a un comité pour l'éloignement des étrangers et qui doit donner son soutien ou son approbation. Est-ce que si le ministre, il y a d'autres raisons ou bien des incidents qui ont poussé le ministre de l'Intérieur d'avoir adopté cette décision, ou s'il a abusé de son autorité et si la raison est véridique, alors il doit le soutenir. Et s'il trouve une sorte d'erreur, alors il annule et arrête cette décision. Oui. Dernière question, très brièvement, s'il vous plaît. Toujours en ce qui concerne les étrangers, est-ce que leur pays peuvent faire quelque chose, un appel par exemple, contre ces décisions, ou bien ils sont tout à fait passifs? Bien sûr, vous voulez dire une sorte de cassation ou d'appel parce qu'il y a beaucoup de contentieux entre certains pays. Certains pays portent atteinte et portent plainte à travers la juridiction et le Conseil constitutionnel et la Haute Cour constitutionnelle doivent porter leur supervision en ce qui concerne les raisons sécuritaires. Alors, il va voir qu'il y a une sorte de portée d'atteinte et d'agression sur la sécurité et aussi le degré de convenable et aussi les raisons pour l'État est soumis. Mais le Conseil français diffère du Conseil de l'État égyptien, a beaucoup de supervision sur les raisons. Il voit si les raisons sont valables ou bien son existence ne voulait pas cette procédure qui pourrait être allégé de cette procédure. Je vous remercie infiniment, Dr Tariq Khidr, professeur et chef du département de droit public à l'Académie de police. C'est un grand plaisir, merci. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition de Taches d'encre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a parlé aujourd'hui de la liberté de circulation et de résidence.